Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 25e épisode du balado du Dr Ken. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Alors aujourd'hui, on parle d'intensité. Donc tel qu'annoncé, je vais aborder la thématique de l'intensité en entraînement, définir le concept, qu'est-ce que c'est, comment travailler avec ça, comment s'assurer qu'on a effectivement la bonne intensité. Alors... Eh bien, allons-y avec ça. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez me faire signe si tout va bien, si tout est OK, vous pouvez m'écrire commentaires, clavardage et compagnie. Ça me fait plaisir d'y répondre, toujours avec un léger délai d'une trentaine de secondes. Et donc c'est ça, et n'hésitez surtout pas à interagir, appuyez sur le petit bouton like, ça améliore la visibilité, puis c'est toujours quelque chose d'agréable. Alors, l'intensité. Donc, l'intensité en entraînement, qu'est-ce que c'est? On va définir d'abord ce concept-là parce que ça a peut-être l'air simple, mais l'intensité, c'est pas si facile que ça à définir. Il y a beaucoup de mauvaises conceptions en ce qui concerne l'intensité puis son application à l'entraînement. Alors, proprement dit, l'intensité, c'est pas la difficulté ou l'effort qu'on met nécessairement. L'intensité va se définir comme étant la quantité de travail par unité de temps. Sur le cardio, l'intensité, un exemple sur un tapis roulant, ça va être la vitesse à laquelle on va, ça va être, ou encore mieux, la vitesse et la pente à laquelle on s'adonne. Ça va être un déterminant de notre intensité. En musculation, ça va être la quantité de charge soulevée par répétition, donc le poids que vous avez sur la barre puis que vous déplacez, c'est ça l'intensité. Alors, c'est pas tellement la difficulté. Il y a des gens qui vont souvent dire « Ah, l'entraînement aujourd'hui était super intense parce qu'ils sont fatigués. » Je vous donne un exemple. Si je complète 30 séries à 15 répétitions avec une charge qui me permettrait d'en faire 15, donc des séries à 15 RM, c'est pas un entraînement qui est très intense. C'est un entraînement qui va être très difficile, mais pas à cause de l'intensité, à cause du volume. À cause de la quantité totale de charge que je vais soulever durant la séance. C'est ça qui va faire en sorte que c'est excessivement difficile. Même chose, un marathon, côté cardio, c'est pas quelque chose qui est intense, un marathon. Ça veut pas dire que c'est facile, c'est très difficile de courir un marathon, mais par définition, comme c'est très long, ça peut pas être intense. Un sprint de 60 mètres, c'est excessivement intense. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de travail par unité de temps. On va courir très vite. Alors, c'est vraiment cette définition-là qui est à retenir comme telle au niveau de l'intensité. Donc, quand je vais parler d'intensité, je vais parler de quantité de travail par unité de temps. Et c'est là que ça devient difficile parce que bien souvent, lorsqu'on va s'entraîner, on va travailler avec la perception de l'effort. On va mettre une charge en musculation, puis les intervenants vont dire, cette charge-là, tu vas l'utiliser pour faire 10 répétitions. Il ne faut pas que tu sois capable d'en faire plus que 10. Et c'est ça qui va déterminer l'intensité comme telle. Alors, on s'adonne, on force, on trouve ça difficile, on arrive à 10, on arrête, ouf, c'était dur. On conclut qu'on avait une intensité de 10 RM, donc 10 répétitions maximales, parce qu'on a arrêté à 10. Sur le cardio, on utilise un petit peu plus de paramètres pour définir notre intensité. Je dis bien un petit peu plus. On va avoir tendance à utiliser les fréquences cardiaques et ou l'indice de perception de la fatigue. Donc, on va demander aux gens comment ils se sentent et on va utiliser les fréquences cardiaques. On va utiliser leur fréquence cardiaque maximale théorique pour déterminer quel pourcentage on devrait utiliser. C'est comme ça qu'on gère l'intensité. Donc, habituellement, c'est ce qui est le plus commun dans le monde de l'entraînement. Au niveau des entraînements fonctionnels, CrossFit et compagnie, souvent on va fonctionner avec une charge imposée. On va dire les hommes, c'est tel poids que vous prenez pour tel exercice. Les femmes, c'est tel poids que vous prenez pour tel exercice. Et c'est une intensité qui est imposée. Donc, ce n'est pas tout le monde pour une même charge qui va avoir la même intensité pour son entraînement. Si je dis qu'on travaille avec 45 kg sur la barre, bien, pour quelqu'un, 45 kg, ça peut représenter son 15 RM. Pour l'autre à côté, ça peut représenter son 2 RM. Donc, quand on travaille avec une charge fixe externe comme ça, bien, les gens ne feront pas le même entraînement. Ils ne développeront pas nécessairement les mêmes qualités physiologiques, même s'ils font la même séance, les mêmes exercices comme tels.
Ce qui est vraiment particulier, puis je vais commencer avec la musculation, c'est que quand on fonctionne avec la perception de l'effort, c'est très, très, très difficile de travailler avec la bonne charge. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir presque tout le temps des gens qui vont se sous-estimer beaucoup. Et beaucoup, ça peut vraiment être beaucoup. On avait fait des mesures là, il y a quelques temps, j'en ai refait un peu plus récemment aussi dans le cadre d'un cours au collégial. Puis, on remarque que ce qu'on pense qu'on est capable de faire est souvent bien loin de ce qu'on est capable de faire réellement. Puis je parle pas de on vous met un pistolet sur la tempe et on vous dit fais des répétitions jusqu'à temps que tu sois plus capable. Je parle vraiment d'un effort volontaire. Je vais vous mettre quelques chiffres pour vous situer, vous donner une idée un peu. Si on prend un exercice pour les membres inférieurs. Donc là, j'ai normalisé un peu les chiffres pour faciliter le calcul. Là. Donc, les chiffres des données ne sont pas tout à fait comme ça, mais c'est juste pour faciliter un peu les choses. Si on teste la force maximale de quelqu'un, donc on fait un test de 1 RM, et on obtient une valeur de 100 kg. Donc, notre personne, notre client, l'athlète, peu importe, sur l'exercice X, son 1RM, c'est 100 kg. Bien, si on lui demande quelle charge j'utilise habituellement pour faire cet exercice-là, pour par exemple 5 répétitions, 10 répétitions, bien, il risque de nous répondre quelque chose comme à peu près 76 kg pour 5 répétitions. En réalité, c'est à peu près 22 kg, là, pas loin d'être en dessous de ce qui devrait être capable de faire. Donc, je m'explique, c'est complexe et on y arrive. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsqu'on ne teste pas la force, puis qu'on y va avec la perception, on va avoir un écart entre ce qu'on croit être capable de faire et la réalité. Cet écart-là, sur les membres inférieurs, ça va varier entre 12 et 20 kilos à peu près, là, ce qu'on observe. Donc, c'est considérable. C'est-à-dire que la personne qui va faire 5, 8 ou 10 répétitions en se disant « j'ai fait un 10 RM, là, j'ai fait mes 10, c'était difficile », en réalité, elle a probablement fait quelque chose comme un 10 répétitions pour 15, 17, 20 ou même 25 RM. Dernièrement, avec des tests, ce qu'on avait fait, c'est que on testait le 1 RM, on trouvait le 1 RM de la personne, et ensuite, on demandait à la personne de mettre une charge pour laquelle elle pensait être en mesure d'en faire 10. Donc, la personne elle mettait sa charge, puis on lui demandait de faire le plus de répétitions possible. Et je ne me souviens pas si dans ce balado-là, j'avais donné l'exemple du test de l'alphabet. Je vais le répéter quand même. Donc, on faisait faire le test de l'alphabet. Donc, la personne, pendant qu'elle faisait ses répétitions, devait réciter l'alphabet à voix haute, à l'envers. Donc, c'était impossible pour la personne de compter le nombre de répétitions qu'elle faisait. Fait qu'elle commençait, OK, Z, Y, X. D'habitude, après X, ça se complique un peu. Donc là, la personne, elle essaye, puis elle fait ses répétitions, fait ses répétitions, fait ses répétitions. Donc ça, c'est une charge qu'elle estimait être bonne pour 10 répétitions. Puis la personne en question, elle s'est rendue à 33 répétitions. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'avais demandé de s'entraîner, de mettre une charge pour 10, puis qu'elle arrête à 10, elle aurait fait une série de 10 répétitions à 33 RM. Pour vous donner une idée, d'habitude, un échauffement spécifique, on va faire une série, 10 répétitions à 15 RM à peu près. Donc là, c'est même pas une charge suffisante pour correspondre à des critères d'échauffement spécifiques. Donc ça devient vraiment, vraiment problématique parce qu'on fait du travail sous-maximal à outrance. Puis cette personne-là, si elle avait fait ses 10 répétitions avec la charge qu'elle pensait, je suis pas mal convaincu qu'elle m'aurait dit « j'ai trouvé ça difficile, c'était exigeant, c'était forçant, c'était pas facile ». Alors, si on se fie uniquement à la perception d'effort, on se ramasse avec une marge d'erreur assez importante. Pourquoi c'est grave? Bien, c'est parce que tous les principes en physiologie de l'exercice, toutes les publications scientifiques reposent sur des RM. On dit qu'on va générer des adaptations lorsqu'on travaille à partir sur une plage de tant de RM jusqu'à tant de RM. Bien, ces plages-là, normalement, ça va être à peu près entre 1 et 20. Donc, on va aller travailler entre 1 et 20 répétitions. Puis, c'est là qu'on va voir les différentes adaptations. Donc, la force, l'endurance musculaire, l'hypertrophie, peu importe le package à l'intérieur de ce continuum-là de 20 répétitions. Puis la plupart du temps, dans les livres, on se dit 20 répétitions, là, c'est une étendue qui est en masse assez grande, on rejoint tout le monde.
Sauf que ces 20 répétitions-là, c'est des répétitions maximales. C'est pas juste de faire 20 reps. C'est pas juste de faire 15 reps. C'est 15 répétitions à 15 RM, 10 répétitions à 10 RM, 8, etc., etc. Alors, si je me ramasse à faire 12 répétitions avec une charge qui me permettrait d'en faire 25, 30 ou 35, je suis complètement à l'extérieur de ma plage de répétition pour générer des adaptations. Ça ne veut pas dire que je perds mon temps. Ça veut juste dire que je travaille sous maximal de façon excessivement importante. Et là, ce qui arrive, c'est que pour générer des adaptations en quantité suffisante, donc pour me rapprocher de mes objectifs, pour atteindre mes objectifs que je me suis fixés, si mes objectifs sont autres que juste aller au gym, avoir du fun, puis faire des exercices, si je veux vraiment progresser, augmenter ma force, changer ma composition corporelle, etc., si je travaille autant en dessous des valeurs cibles, ça va me prendre un volume d'entraînement excessivement important. Donc, je reprends l'exemple de la personne qui a fait, qui fait du 10 répétitions à 33 RM. Pour créer un niveau de sollicitation suffisant pour générer des adaptations, il faudrait peut-être qu'elle fasse 20 séries de 10 répétitions à 33 RM pour avoir sensiblement les mêmes adaptations que si elle avait fait 3 séries de 10 à 10 RM pour vrai. Alors, ça devient critique de bien évaluer la charge et de ne pas uniquement se fier sur la perception de l'effort. Et ce n'est pas tout le monde non plus qui va avoir la même perception d'effort. Le 10 RM perçu, selon la résilience, la capacité de soutenir l'effort d'une personne, ça peut varier. Alors, on va se ramasser à avoir un même programme d'entraînement qui va donner des résultats différents pour plein de personnes et c'est uniquement en fonction qu'ils n'ont pas vraiment fait le même programme d'entraînement. Ils ont fait les mêmes exercices, ils ont fait le même nombre de répétitions, mais ils n'avaient pas la même intensité. Alors, ça change tout. Donc, qu'est-ce qu'on va habituellement conclure? C'est il y a une grande variabilité dans la réponse des gens. Donc, c'est une variation interindividuelle. C'est moi, je ne suis pas pareil comme mon voisin, sa génétique, etc. Alors que peut-être que c'est juste une question qu'on n'a pas fait le même entraînement. En apparence, on fait les mêmes exercices, les mêmes mouvements, mais on ne travaille pas avec la même charge relative, on ne travaille pas avec le même RM. Et ça va générer des adaptations qui sont différentes. Donc, ça devient quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce que, je ne veux pas dire que c'est grave, mais on se ramasse à avoir des gens qui vont s'entraîner au gym puis qui ne vont pas perdre leur temps, mais ils rentabiliseront vraiment pas leur temps. Et si c'est juste une question de perte de temps, puis que, c'est pas si pire, ils bougent, puis on avance juste plus tranquillement vers l'atteinte des objectifs, puis au moins ça les fait bouger, puis ils vont être en santé, c'est correct. Sauf que ce que ça peut faire, c'est que si la personne n'atteint pas ses résultats, si la personne ne progresse pas assez vite, ça se peut qu'elle se décourage, ça se peut qu'elle abandonne. Et là, le fait qu'on n'a pas travaillé à la bonne intensité, ça a un effet qui est un peu plus problématique, qui est un effet où est-ce qu'on va au final avoir quelqu'un qui est moins actif, qui progresse moins parce qu'on l'a découragé. Puis on va avoir peur parfois de travailler avec les bonnes charges en se disant justement, si on y va à la bonne charge, les gens vont trouver ça trop difficile, puis ils vont abandonner. Là, c'est juste de revoir comment on prescrit l'entraînement. Donc, au lieu de dire on va faire 3 séries de 10 à 10 RM, on peut dire à la personne on va faire une phase préparatoire, on va faire 3 séries de 10 à 15 RM, mais un vrai 15 RM. Puis 10 répétitions à 15 RM, c'est pas super facile. C'est un effort. Puis c'est un effort qui ne découragera pas la personne et c'est un effort qui s'en va dans la bonne direction pour nous permettre, merci Sacha, donc pour nous permettre de progresser. Donc, si on part avec des bases correctes, de dire c'est quoi réellement l'intensité, les gens ne vont pas se décourager parce que c'est trop dur. C'est juste qu'on a été habitué, juste fonctionner avec les RM. Combien de fois dans un programme d'entraînement, on va compléter 3 séries de 10. OK, mais c'est 3 séries de 10 à 33 RM, 3 séries de 10 à 10 RM ou 3 séries de 10 à 8 RM avec des répétitions forcées à la fin. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, en indiquant l'intensité, ça va nous permettre de mieux jeter les bases puis de mieux progresser par la suite. Puis moi, je demeure convaincu qu'il y a beaucoup moins de risques d'abandon puis de découragement quand la personne sait exactement ce qu'elle fait. Puis, du côté de l'entraîneur, ça nous permet de voir quelles sont les adaptations potentielles. Donc,
si la personne travaille vraiment dans une plage de répétition entre 8 et 12, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir comme adaptation? Versus si je fais une plage de répétition entre 8 et 12 à 33 ou à 40 RM, ça ne sera pas du tout les mêmes adaptations. Donc, ça devient important. Et bon, là, les gens disent, OK, j'ai peut-être convaincu certaines personnes là, de dire, ben OK, on va travailler avec les RM, mais comment on fait? Je ne suis pas pour faire des tests de 1 RM. Si je suis entraîneur personnel, je vais gaspiller une séance à faire un test de 1 RM avec mon client, ça ne vaut pas la peine. Puis, ben, tout le monde sait que des tests de 1 RM, c'est super dangereux. Puis, ben, on risque d'exploser en faisant des tests de 1 RM. Il y a des gens qui meurent à chaque année en faisant des tests de 1 RM. Là-dessus, il faut modérer. Les tests d'un RM, moi, je suis un partisan de ça. Je trouve que c'est vraiment important. J'ai fait des tests d'un RM en quantité industrielle chez des femmes obèses post-ménopausées qui ne s'étaient jamais entraînées. Il n'y a eu aucun décès rapporté, pas de blessure notable rapportée directement causée par les tests de 1RM. Donc, ce n'est pas si dangereux que ça lorsque c'est bien exécuté. Puis la littérature va abonder dans le même sens. Il y a plusieurs articles scientifiques qui sont sortis. Des tests de 1RM chez les adolescents, c'est sécuritaire. Des tests de 1RM chez les personnes âgées, c'est sécuritaire, tant que c'est bien paramétré, bien contrôlé. Donc, c'est sûr que si on prend quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, qui n'a jamais fait de squat de sa vie, puis qu'on l'embarque dans le squat, puis qu'on se dit, bien, on va commencer à 400 livres, on va voir qu'est-ce que ça donne si c'est proche ou non de ton 1RM. Ben, c'est pas le problème, c'est pas le test de 1RM comme tel, là, c'est la prise en charge de la situation puis la conceptualisation de c'est quoi l'entraînement par l'entraîneur puis le client. Alors, il faut vraiment s'assurer de suivre des bonnes procédures, donc un échauffement général, un échauffement spécifique, faire des mouvements où, dans le pire des scénarios, si ça se passe mal, tout ce que ça fait, c'est du bruit. Le plus bel exemple, c'est dans une cage à squat. Si on fait un test de 1RM, moi, je recommande toujours de mettre les barres de sécurité trop hautes. Trop hautes dans le sens qu'elles vont délimiter l'amplitude inférieure. Quand la personne descend sur son squat, lorsqu'elle va arriver en bas, elle doit à peine effleurer un léger contact sur les barres de sécurité pour remonter. Donc ça nous permet de standardiser l'amplitude de mouvement sur le squat, de nous assurer que la personne redescend toujours jusqu'au bon endroit, on a la même amplitude sur le mouvement. Et l'autre point, ben, si jamais ça ne va pas bien et la personne elle écrase, ben, elle ne devient pas bidimensionnelle. Donc, elle fait juste s'accoter au plus bas de son amplitude où est-ce qu'elle va habituellement. Donc, on sait que ce n'est pas problématique. Puis après ça, la personne peut sortir en dessous de la barre. Même chose sur un développé couché, ben, on fait ça dans la cage à squat. On met les barres de sécurité à l'amplitude inférieure et ça nous permet de justement accoter la barre puis de faire le test. L'autre avantage, lorsqu'on va venir accoter brièvement la barre, c'est que ça enlève l'aspect élastique des composantes musculo-squelettiques. Donc, on ne profitera pas de l'accumulation de l'énergie de la gravité dans le mouvement pour repartir. Donc, ça va être dissipé lorsque ça va toucher la barre. Et là, on va vraiment faire une mesure de force pure et dure, donc de capacité contractile du muscle. Donc, ça devient vraiment intéressant d'y aller comme ça. Donc, c'est sûr que lorsqu'on va réussir à faire ces tests-là, bien, on va arriver, on augmente progressivement la charge jusqu'à temps qu'on se rapproche du 1RM. Si on trouve le 1RM, c'est merveilleux. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, à la base, le plus simple, bien, on peut faire des règles de 3 pour déterminer bien, si ton 1RM est à 100, ton 10RM va être à combien. Donc, ça, c'est vraiment la base. Je vous dirais que c'est plus ou moins bon, mais c'est un minimum. Puis ensuite, bien, il y a plusieurs tables qui existent qui associent des pourcentages avec le nombre de RM. Donc, on va avoir bien, 1 RM, c'est 100%, 2 RM, c'est 98,5%, 3 RM, c'est 95,7%. Bon, il y a plein de tables qui existent là-dessus, qui se trouvent en ligne, qui se valent plus ou moins chacune d'elles. Ce que ça nous permet, bien, c'est quand même d'avoir une idée de la progression. Le plus gros problème de ces chartes-là, c'est qu'elles sont habituellement linéaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque répétition vaut à peu près le même pourcentage d'écart. Donc, là où c'est problématique, c'est que de plus en plus, on soupçonne que, par exemple, entre 1 et 5 répétitions, on n'a pas tout à fait la même relation qu'entre 5 et 10 ou qu'entre 10 et 20. C'est du détail, là. Donc, d'un point de vue recherche scientifique, si on va avoir une très grande précision, d'avoir une équation qui a plus un profil sinusoïdal, ça devient intéressant. Sur le terrain, là,
moi, j'utilise à peu près entre 2,5 et 5 d'écart d'une répétition à l'autre. Donc, ça me permet d'ajuster la charge. Fait que mon 1 RM, c'est 100 mon 2 RM, c'est 95 mon 3 RM, c'est 90 ou encore à coût de 2,5 ça donne des valeurs de terrain qui sont intéressantes. Ça donne des valeurs de terrain qui nous permettent de partir beaucoup plus proche du RM réel que si on avait fonctionné par essai-erreur en se basant sur la perception du client. Donc ça, c'est vraiment top-notch. Là, les entraîneurs qui disent « Ben oui, mais là, moi, je vais perdre mon temps, je vais perdre une séance, mon client, il veut pas payer pour ça. » Ben moi, je vous dirais que faire une séance de test de 1RM sur les principaux exercices qu'on peut faire, par exemple un exercice pour les membres inférieurs, un squat, un leg press, un exercice pour les membres supérieurs en poussée, un chest press, un bench press, ou encore ensuite un exercice pour le dos, une traction, soit verticale, soit horizontale. Ce que ça nous permet de faire, c'est de partir correct. Et ça va en réalité nous permettre de gagner du temps. Si on y va avec la perception, puis je donne un exemple très concret, là. Si on part et on dit sur ton leg press, ton développé sur presse inclinée, on y va avec 100 kg, t'en fais 10. Mais si en réalité la personne est capable de prendre 120 kg, puis elle part la première semaine à 100 kg, elle fait ses 10, elle va dire qu'elle a travaillé, c'est sûr. Ah oui, c'était tough, ça a forcé, etc. Super. La semaine suivante, on va essayer d'augmenter un petit peu. On va monter à 105 ou 107 ou peut-être 110, mais il ne faut pas trop augmenter. La personne, elle le fait, trouve ça difficile. Troisième semaine, on va stabiliser. On n'augmentera pas, on va garder ça pareil, on va continuer. Donc là, ça fait 3 semaines. On a augmenté la charge, mais on est encore 10 kilos en dessous de ce qu'on aurait dû avoir au jour 1. Et on observe, j'avais déjà tracé des courbes là-dessus, sur 10 semaines, il y a des gens qui, à la 10e semaine, vont effectivement commencer à travailler avec la charge qu'ils auraient dû utiliser à la première semaine. Donc, l'aspect de gaspiller une séance pour faire des tests de 1RM sous prétexte qu'on va perdre du temps, moi je trouve que ça tient rarement la route parce que ça va au contraire nous permettre de partir rapidement avec les bonnes charges. Et là, rendu à la 10e semaine, on va avoir des gains probablement moins importants. On va avoir progressé peut-être à la 10e semaine de 10 15 20 si ça va super bien. Puis là, on se dit, ben là, mais j'ai juste progressé de 20 Oui, mais c'est un vrai 20 Parce que moi, j'ai déjà vu des gens en 6 semaines augmenter leur force, la charge qu'ils utilisaient, de 60 Donc là, ils se disent, waouh, ça va super bien, j'ai augmenté de 60 ma charge. Mais ce 60 %-là, la charge qu'il y avait était encore en dessous de la charge qu'il aurait dû utiliser au jour 1. Donc, ce n'est pas une vraie progression. Puis on se dit, oui, mais au moins, ça motive le client, il voit qu'il progresse. Oui, mais ça va vous rattraper. Parce qu'à un moment donné, le client va frapper un mur, puis il va voir que hey, là, j'ai progressé de 5 %. Pour lui, ça va être synonyme de j'ai régressé parce qu'il est habitué de voir des 50 puis des 60 %. Et c'est normalement dans ces régions-là qu'on va commencer à sortir plein de choses. Ah, ben c'est probablement tes fibres musculaires, toi, tu es plus des types 1, fait que c'est pour ça là, que tu progresses plus, etc., etc. Alors que c'est tout simplement qu'on a complètement erré du côté de l'intensité. On n'a pas travaillé avec les bonnes charges, on n'a pas travaillé avec on n'a pas réussi à affiner la perception de l'individu, à savoir c'est quoi réellement la charge que je suis capable. Et de mémoire, moi, c'est arrivé peut-être une fois qu'on a testé la force, puis effectivement, la personne utilisait dans ses entraînements la bonne charge. Donc, une fois en à peu près 25 ans. Toutes les autres fois, on avait un écart quand même considérable, là, c'est-à-dire que supérieur à 5 kg, là, assez facile. Donc, ça devient un élément qui est assez important, surtout pour justifier l'absence de résultats ou la présence de résultats. Donc, le fait de tester la force, ça devient important. Sauf que tester la force, on ne peut pas faire ça à toutes les séances. Je ne peux pas quand même gaspiller une séance à 2 fois semaine ou 3 fois semaine faire ça. Donc, comment on peut contourner un petit peu ça? Mais moi, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle une série d'étalonnage. Donc, la personne fait son échauffement général. Ensuite de ça, la personne va faire un échauffement spécifique sur l'appareil en question. Exemple, une série de 8 répétitions avec à peu près une charge que la personne pense faire 12 reps. Donc, une série de 8 répétitions pour 12 RM.
Après ça, je vais lui demander de faire une série d'étalonnages. La série d'étalonnage, je vais demander à la personne de mettre une charge qu'elle pense être bonne pour faire 6, 7, 8 répétitions maximum. Fait que, let's go, on met la charge. Et après ça, je vais lui demander de faire le plus de répétitions possible, toujours en respectant la même amplitude et la même vitesse que ce qu'elle utilisait sur sa série d'échauffement spécifique. Et on regarde le nombre de répétitions qu'elle va faire. Donc, question de parler calcul, parce que tout le monde tripe calcul, puis écoute, les codes d'écoute défoncent quand je parle de calcul. Donc, si je reviens avec quelqu'un qui fait son échauffement spécifique, qui dit, bon, ben pour 8 répétitions, je vais mettre 100 kilos. Je vais essayer ça. Fait que la personne arrive, elle s'essaye, elle fait son exercice 100 kilos, déplace une fois, 2 fois, 3 fois. Elle arrive à 6, puis elle commence à être tout croche, ça commence à être laborieux. Parfait, on arrête ça là parce que les répétitions qu'on fait ne sont plus identiques en termes de vitesse, d'amplitude et de mouvement à ce qu'on faisait dans notre échauffement spécifique. Donc, on arrête. Donc, on considère que c'est assez. Donc, la personne, elle a arrêté à 6. Qu'est-ce qu'on vient de trouver là? On vient de trouver son 6 RM. Fait qu'on sait qu'aujourd'hui, cette personne-là, quand elle fait 6 répétitions avec 100 kg, ça correspond à son 6 RM. Et par la suite, donc après un certain repos, je vais demander à la personne de faire ses séries de travail, donc ses séries de développement. Donc si j'ai 3 séries de 8 répétitions à faire à 8 RM, bien là je connais le 6 RM à 100 kg. Donc je vous parlais tantôt que je compte entre 2,5 et 5 par répétition. Donc si j'ai trouvé le 6 RM puis que maintenant il faut que j'en fasse 8, je dois réduire ma charge de l'équivalent de 2 répétitions. Donc je dois réduire ma charge entre 2 fois 2,5 ou 2 fois 5, donc entre 5 et 10 Fait que si j'étais à 100 kg pour mes 6 RM, bien pour mes 8 RM, je vais descendre entre 90 et 95 kg approximativement. Et là, je demande à la personne, sur sa première série de travail à 8 répétitions à 8 RM, je lui demande de faire le plus de répétitions qu'elle est capable de faire, toujours en respectant la vitesse, l'amplitude et le mouvement. Si la personne arrive à 7, 8, 9 gros max, bien, je sais que je suis correct. Donc, je suis dans une bonne zone. Donc, j'ai la bonne charge. Et après ça, bien, on prend le temps de repos puis on enchaîne avec les autres séries de travail, toujours en maintenant la même charge parce que bien, on garde les mêmes RM, par exemple. Alors ça nous permet de réévaluer de façon ponctuelle la charge. S'il y a des journées que ça va mieux, bien, si je mets... Mettons, je dis, aujourd'hui, je vais essayer de mettre 120 kg, voir combien de répétitions je suis capable de faire. Bien, je vais refaire mes calculs, je vais voir. Et ça se peut que ça me dise d'augmenter ma charge pour mes séries de 8 RM. Donc là, si je t'en forme une journée, je vais le savoir avant de commencer mes séries de travail. Donc là, et non pas après de dire, ah, mais ça a bien été aujourd'hui, je vais me faire une note pour augmenter la semaine prochaine, qui est le modèle de progression classique. J'ai fait mes 3 séries de 8. Ça a bien été, je pense que je serais capable d'en faire plus. Donc, la semaine prochaine, je vais me mettre un plus. Oui, mais si la semaine prochaine, j'ai une semaine tout croche qui m'épuise, je ne serai jamais capable de le faire. Donc, en faisant la série d'étalonnage avant, je le sais avant de commencer mes séries de travail si je suis en forme ou non. Fait que si je suis en forme, je vais ajuster à la hausse ma charge immédiatement. Donc, je ne gaspillerai pas ma séance, je vais en profiter tout de suite. Puis si je suis moins en forme, bien, je vais réajuster à la baisse. Comme ça, je vais être capable d'ajuster l'entraînement en fonction de ce que je suis capable de donner aujourd'hui. Puis peut-être que ça va augmenter la semaine prochaine. Donc ça, ce réajustement ponctuel-là devient extrêmement utile, super pratique et surtout qu'on peut avoir quand même un bon niveau de précision. De mon estimation, là, les écarts qu'on a, là, c'est d'habituellement entre 2 et 5 % à peu près là, qu'on est off. Là. Donc à peu près une répétition en gros qu'on est off en haut ou en bas là, de ce qu'on devrait avoir. Et ce qui est tout à fait acceptable. Là. On ne voit personne marcher sur la rue en disant « Ah, lui, il fait du 7 RM, puis regarde, son chum à côté, lui, il fait du 8 RM. » Tu vois la différence entre les deux. On ne voit pas ça. Là. Donc c'est cliniquement, pratiquement, cet écart-là qu'on peut avoir dans notre précision pour ajuster les charges avec ça, notre marge d'erreur est extrêmement acceptable et est de loin supérieure à notre perception de l'effort puis à notre note qu'on va se mettre dans notre petit cartable pour dire prochaine fois on augmente. Donc ça vient vraiment intéressant. Puis aussi, l'autre aspect, c'est que ça nous permet de limiter beaucoup le volume d'entraînement. On n'a plus besoin d'ajouter autant d'exercices puis autant de séries par groupe musculaire parce que les gens sont tout simplement pas capables de soutenir ce volume d'entraînement-là.
les gens vont dire, mais là, j'ai fait 3 séries, écoute, je suis plus capable. Je me vois pas là, faire du bench incliné, du bench décliné, puis du flat, puis après ça, des fly à 4 séries chaque. Là. Je ne serai jamais capable de le faire en maintenant l'intensité. Si tu me demandes de faire des séries de 10 à 30 RM, je vais toutes les faire, ces exercices-là, puis je vais en faire des séries en masse. Mais si tu me demandes de faire des séries ORM à l'échec, jamais je vais être capable de faire tout ça. Et contrairement à ce que les gens vont craindre, c'est-à-dire que là, vu que je fais moins d'exercices, moins de séries, je vais moins progresser. Mais quand on travaille avec la bonne intensité, puis qu'on a justement le bon volume, on a le volume réel que la personne est capable de soutenir, ce qu'on se ramasse à avoir, c'est un niveau de sollicitation qui est optimal et ce qui nous permet de progresser tant et aussi longtemps que la récupération est au rendez-vous. Donc, on est beaucoup plus juste dans la stimulation qu'on va apporter grâce à l'entraînement. Et ça va permettre une progression qui est pas mal plus fulgurante, mais réelle. Donc, on va avoir une progression réelle de peut-être 5, 10, 15, 20 %, etc., au lieu d'avoir une progression fausse, une progression gonflée de « Ah, ben j'ai amélioré de 60 % mon bench ». Non, tu es au même point depuis 12 semaines. Ta charge a monté de 60 %, mais tu es encore en dessous de tes capacités. Donc ça, c'est pour la musculation. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous permet de faire des réajustements, de s'assurer qu'on travaille à la bonne intensité. Puis je le répète, c'est super dur. Faites le test de l'alphabet là, avec vos clients. Demandez-leur là, justement de prendre la charge qu'ils prennent habituellement quand ils s'entraînent sur un exercice qu'ils connaissent. Moi, je mets tant de poids pour faire mes 10 reps. Puis go, on y va, puis inventez quelque chose. Vous leur dites, ça c'est une nouvelle méthode qui vient des pays de l'Est. Ça travaille, là, les noyaux paraventriculaires de l'hypothalamus, puis ça permet d'aller chercher les fibres de type 2 latentes. Sortez n'importe quoi, ça n'a même pas besoin de faire du sens. Juste pour dire que la personne, elle va dire, oh, ça a l'air intelligent, donc ça doit marcher. Et vous lui demandez de faire le test de l'alphabet. Donc, vous allez réciter l'alphabet à l'envers, à voix haute. C'est vraiment important à voix haute parce que sinon, les gens, ils ne le récitent pas. Puis aussi à l'envers, parce que c'est une tâche qui va monopoliser beaucoup l'attention et les facultés cognitives parce que c'est très difficile et ça va les empêcher de compter. Donc, il n'y aura absolument aucun repère. Donc, ils vont vraiment, vraiment y aller uniquement à comment ils se sentent. Et non pas, j'arrive à 9, je suis supposé en faire 10, la prochaine, ça va être ma dernière. Là, j'ai aucune idée, je suis rendu où, je vais pousser jusqu'à temps que je ne sois plus capable. Donc ça, ce test-là, moi, je vous prédis là, que la majorité de vos clients vont travailler avec une charge qui n'est même pas suffisante pour faire un échauffement spécifique. Ils vont tous faire plus que 15 répétitions. Tout. Fait que ça revient à dire, moi, je m'entraîne pour courir un marathon à la marche. Je marche. Je fais juste marcher. Les gens vont dire, ouais, mais ton marathon, tu vas le marcher, tu ne le courras pas. Ah non. À un moment donné, si je marche spontanément, là, la course va apparaître à moi. Là. Ça ne sera pas ça. Donc, je vous encourage fortement à faire ce test-là, à l'essayer. Ça a l'air farfelu, mais c'est extrêmement, extrêmement révélateur. Puis ça permet de sauver beaucoup, beaucoup de temps dans l'entraînement, puis de s'assurer qu'on travaille avec les bonnes charges. Du côté du cardio, l'utilisation des fréquences cardiaques est super répandue. On travaille beaucoup, beaucoup avec ça. Le problème des fréquences cardiaques, c'est que pour une même intensité, c'est variable. Donc, on peut une journée travailler à 75 % de nos capacités et ça ne veut pas dire que ça va être 75 % de nos fréquences cardiaques maximales théoriques. Donc, une journée, 75 %, ça peut être 85 % des fréquences cardiaques, ça peut être 65 % des fréquences cardiaques. C'est variable. Donc, on a tendance à penser que les fréquences cardiaques, c'est un indicateur d'intensité qui est objectif, qui est rigide, sur lequel on peut s'appuyer. Alors que c'est beaucoup plus fluide, malléable qu'on le croit. Et même la VO2 max, si on travaille en pourcentage de la VO2 max, c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes adaptations à 75 % puis à 80 %. Sauf que l'utilisation de la VO2 max puis de puissance objective d'entraînement, ça permet de s'asseoir sur quelque chose d'un peu plus stable dans le temps et ça peut nous permettre de voir si on progresse ou si on ne progresse pas. Comment on travaille avec ça? On teste la capacité aérobie. Puis là, les gens vont dire « Ouais, mais je ne peux pas tester la capacité aérobie, j'ai pas d'analyseur de gaz, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » C'est bien correct, on n'a pas besoin de ça. Il y a, je n'avais déjà parlé, le questionnaire de Huet, qui est un questionnaire qui est super utile, vraiment intéressant. Le plus gros risque lorsqu'on complète le questionnaire, c'est des paper cuts.
Alors, c'est quelque chose qui est vraiment sans risque. Ça nous donne une valeur qui est, de façon surprenante, très souvent proche de la réalité. Donc ça peut nous donner une idée là, de la valeur de base. Ça va nous donner des millilitres d'oxygène par kilogramme de poids. Parfait. Sinon, il y a des tests de marche. Quelqu'un qui est déconditionné, il y a des tests de marche qui ont été développés chez les personnes âgées. On pense à un test de marcher le plus rapidement possible, 1,6 km, 2 km. Donc, il y a différents tests qui existent, qui sont disponibles sur Internet. La plupart de ces tests-là, c'est ça, c'est une distance de 1,6-2 km. Il faut prendre les fréquences cardiaques à la fin. Il y a une équation, puis ça nous donne une valeur prédite de capacité aérobie. Sinon, il y a des tests Cooper, des tests navettes, le 20 mètres de léger, des tests de 6 minutes, la plus grande distance possible. Ça aussi, c'est des tests maximaux, donc d'un effort beaucoup plus intense. Il faut s'assurer que la personne est apte à effectuer ce type d'effort-là, qui vont nous donner une valeur de VO2. Mais après ça, quand on a la valeur de VO2 max, on peut la convertir. Ça peut se convertir en kilomètre-heure à la course, ça peut se convertir en watts, ça peut se convertir en calories minutes, ça peut se convertir en calories à l'heure. Et pourquoi on fait ça? C'est lorsque la personne va s'entraîner, au lieu de dire « je veux que tu sois à 150 battements », je vais lui dire sur le tapis roulant, si tu es sur du plat, tu vas aller à 4,7 000 à l'heure, puis ça va être ton échauffement. Donc, ça représente 65 % de ta VO2. Normalement, 65 % de ta VO2, tu devrais avoir chaud, tu devrais être vraiment conscient que tu fais un effort, mais tu devrais être capable de faire ça longtemps. Après avoir fait ton échauffement, je vais te demander d'augmenter la vitesse à, je dis n'importe quoi, 6,5 000 à l'heure, qui représente 90 %. Là, tu devrais savoir que tu fais un effort et tu devrais commencer à entrevoir une fin assez proche à cet effort-là. Donc, tu devrais dire, là, OK, ça, là, je ne te ferai pas 2 heures comme ça va être difficile. Donc, on va jumeler une perception d'effort à la puissance objective. Et lorsque la personne est sur le tapis roulant, qui est à X 1000 à l'heure, on sait qu'il est à peu près au pourcentage de sa VO2 max. Pourquoi c'est important? Tout comme pour la musculation, c'est en travaillant avec les pourcentages de la VO2 max qu'on va avoir une idée de la plage d'adaptation dans laquelle on se situe. Donc, lorsqu'on va travailler entre 65 et 85 % de la VO2, c'est une intensité suffisante pour améliorer la capacité aérobie de la majorité des gens. Là, si on a des athlètes de haut niveau, il y a différentes stratégies qu'on va utiliser. On va travailler à une autre plage d'intensité. Mais en fonctionnant avec des puissances objectives, comme pour les RM, là, on se ramasse à ne pas dépendre de « ça me tente pas ». C'est que là, si on dit à la personne « il faut que tu sois à 8000 à l'heure sur ton tapis roulant », puis la personne a dit « je ne suis pas capable de le faire aujourd'hui », on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sait qu'aujourd'hui, la personne n'est pas en mesure de soutenir cette intensité-là. Donc, pourquoi? Et là, ça nous permet d'investiguer, est-ce qu'on a mal dormi? Est-ce que c'est une mauvaise journée? Est-ce que l'entraînement, c'est trop et on n'est pas capable de récupérer? Est-ce que? Donc, là, ça nous permet de vraiment réajuster les choses puis de mettre la table pour avoir un environnement propice aux adaptations. Si je fonctionne juste avec les fréquences cardiaques, questionnaire de Huet mode, donc HUET, il y a différentes versions. Sinon, vous pouvez m'écrire là, sur mon site web. Là, il est disponible. Je pourrais donner le lien là, si vous m'écrivez un petit message là, sur Facebook. Je vous mettrai le lien. Vous pouvez le compléter, vous le faire compléter par vos clients. Puis le chiffre qui est en bas, c'est la capacité aérobie en millilitres d'oxygène par kilogramme de poids par minute. J'ai aussi des tests max qu'on peut faire, là, puis rentrer les résultats. Puis ça va vous calculer, là, dans le fond, toutes les puissances de 35 % à 180 % de la VO2 en kilomètre-heure, en mille à l'heure, en allure, en mètres, etc. Donc, sur ces petits calculateurs, là, c'est quand même approximatif. Là. Il y a de la variation un petit peu, mais c'est beaucoup plus proche que juste fonctionner avec les fréquences cardiaques ou juste fonctionner avec c'était-tu tough ou c'était facile, c'était comment, tu pourrais en faire plus. Donc, ça nous donne une base solide pour commencer à travailler puis ajuster les choses. Alors, lorsqu'on va faire ça, qu'on a ces puissances objectives-là, ça devient beaucoup plus facile de bâtir une séquence d'entraînement, ça devient plus facile de périodiser parce qu'on sait que le 85 %, normalement, ça devrait être difficile. On sait que le 65 %, la personne peut en faire longtemps. Et c'est plus subjectif, c'est plus la perception. Puis si jamais la personne trouve le 85 % trop dur, on sait, ou trop facile, on sait qu'on a des changements à apporter. Que la personne ne tolère pas l'entraînement, il y a trop de fatigue ou encore que la surcharge n'est peut-être pas assez, la personne est capable d'en prendre plus. Donc, on peut réajuster de façon ponctuelle
de façon beaucoup plus efficace. Et c'est là qu'encore une fois, on se ramasse à sauver beaucoup de temps. Combien de fois, moi, j'ai vu des gens faire des entraînements par intervalle à des intensités qui étaient vraiment pas adéquates. Donc, ils faisaient des intervalles, puis oui, ils allaient plus vite, puis ils allaient moins vite pour la bonne durée. Donc, je faisais 1 minute plus vite, puis je faisais 2 minutes plus lent, puis le ratio, c'était bien correct, puis etc. Mais sauf que le pourcentage comme tel n'était pas correct. Entre autres parce qu'on travaillait avec les fréquences cardiaques, puis ben, pendant la période de repos, les fréquences cardiaques ne redescendaient pas. Fait que la personne elle ralentissait encore plus pour que les fréquences cardiaques descendent. Puis quand elle remontait, ben, les fréquences cardiaques, elle atteignait la cible vers la fin de son intervalle. Puis ça, c'est sur des minutes. Si je dis à quelqu'un, on va faire des 20 secondes d'entraînement par intervalle, donc 20 secondes à haute intensité, le temps que tout le système cardiovasculaire s'adapte, les fréquences, que ça se manifeste à travers les fréquences cardiaques, on est rendu à la fin. Donc, est-ce que j'avais la bonne intensité au début de mon 20 secondes? Puis j'ai juste 20 secondes pour créer la sollicitation. Donc, c'est pas beaucoup. Fait que si là-dessus, il faut que j'attende 15 secondes pour que mes fréquences soient correctes, pour me dire si je suis bon ou non, ben après ça, j'ai 5 secondes, j'espère avoir été correct. Sinon, ben, je diminue, j'accélère. Fait qu'on se ramasse avec des gens qui vont faire des entraînements, surtout la mode là, des entraînements à haute intensité. Tu peux pas travailler avec les fréquences cardiaques. Donc, là, ils travaillent avec la perception de l'effort. Bien, là aussi, il va y avoir une grosse variabilité d'un individu à l'autre, versus si on a la capacité aérobie, puis si on dit, ben écoute, ton intervalle, là, je veux que tu travailles à 120% de ta VO2, sur le tapis roulant, ça va être 12 000 à l'heure. Ouais, mais ça va être vite. Ouais, ben c'est ça, c'est 120% de ta VO2, ça veut dire qu'il y a un 20% qui vient de l'anaérobie, là, pure et dure, là, tu sais. Donc, c'est clair que ça va être quelque chose. Puis combien de fois, moi, j'ai vu des gens, entre autres, faire des Tabata en me disant « Ah ouais, Tabata, c'était dur, là. Non, Tabata, c'est pas dur. Tabata, c'est pratiquement infaisable tel quel, là. Tu sais, tu montes à 165% de ta VO2 max pendant 20 secondes. 165%, c'est pas donné à tout le monde d'être en mesure d'atteindre 165% de la VO2. Alors, ça devient excessivement tough. Fait que là, il y a des gens qui vont faire un Tabata, qui vont dire, moi, j'ai juste fait un 8 minutes d'entraînement, puis c'est assez pour améliorer ma VO2. Puis si on a le malheur de tester leur VO2, on se rend compte qu'elle n'a pas bougé d'un poil pendant 12 semaines. Puis là, on ne comprend pas, puis là, on va dire, ah, ben c'est parce que la personne ne répond pas à l'entraînement. Il y a des responders, non-responders, tu dois faire partie de ceux-là. Non, c'est que tu n'as pas vraiment fait un Tabata. Toi, tu faisais à 95% de ta VO2 pendant 20 secondes. Puis c'est pas assez, là. Donc en travaillant justement avec les bonnes intensités, bien là, on va arriver à, plus souvent qu'autrement, avoir les résultats escomptés pour ce qui est rapporté dans la littérature. Mais si on ne travaille pas aux bonnes intensités, ça va devenir problématique parce que c'est là qu'on n'a pas tant d'outils que ça pour faire des diagnostics sur qu'est-ce qui ne va pas. Fait qu'on va conclure sur des choses que, bien sûr, on ne peut pas mesurer. Et ça va faire en sorte que on risque de errer un peu là, dans notre travail puis de ne pas être en mesure de cibler ce sur quoi il faut vraiment travailler pour favoriser la progression. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions comme telles. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les calculs là, pour vraiment convertir là, la capacité aérobie là, dans les différentes unités parce que c'est des mathématiques, ça peut être assez complexe, mais sachez que ça se fait quand même assez bien dans Excel. Vous pouvez m'écrire aussi en privé si vous voulez pour que je vous explique ça, ça va me faire plaisir. Donc, ces calculs-là comme tels, il y a une marge d'erreur, principalement, je vous dirais, associée au rendement mécanique, à l'efficacité, puis à l'information qu'on a sur les appareils. Donc, on a par exemple des appareils elliptiques qui parfois considèrent, je suppose, parce que les compagnies ne révèlent jamais ça, mais qui considèrent que le mouvement des bras déplace en totalité votre poids. Et à ça, on additionne le mouvement des jambes qui déplace lui aussi en totalité votre poids. Donc, on se ramasse à dédoubler le travail. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, sur certains appareils elliptiques, c'est super facile de brûler 300 calories. C'est le fun de brûler 300 calories. Et si on s'en va sur un simulateur de marche d'escalier, 300 calories, ça devient super dur. Ça ne devrait pas être si différent que ça, 300 calories sur un elliptique puis 300 calories sur un simulateur de marche d'escalier. La seule différence devrait être votre rendement mécanique, votre efficacité à faire le mouvement. Si vous n'avez jamais fait d'aviron, ça se peut que ce soit très difficile d'atteindre les watts cibles parce que vous êtes, entre guillemets, de façon très gentille, un peu moron moteur, puis vous n'êtes pas capable de synchroniser le geste, puis ça fait en sorte que vous n'êtes pas du tout efficace, alors que vous êtes beaucoup plus efficace sur un tapis roulant.
Mais néanmoins, les écarts ne devraient pas être énormes, jamais comme ce qu'on observe là, sur certains appareils. Ce que je soupçonne, c'est que plus un appareil permet de brûler des calories rapidement, plus l'appareil est vendu, plus l'appareil va être apprécié des gens, même si ce n'est pas vrai. Donc, ça pourrait être un sujet pour un autre balado. Donc, faire ces calculs-là, le rendement mécanique, on va considérer qu'il est pareil sur chaque appareil, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on peut avoir des petits écarts, puis c'est pour ça que votre 65% sur un tapis roulant, c'est peut-être un 50% sur l'aviron, parce que vous gaspillez un peu plus de votre énergie lorsque vous êtes sur l'aviron, parce que c'est ça, vous êtes un peu moteur, vous n'avez pas la technique. Puis progressivement, la technique, ça s'apprend, puis là, on devient un peu plus efficace, puis là, l'écart s'amenuise entre les différentes variables. Donc, ça devient quand même quelque chose qui est intéressant parce qu'on peut éduquer le client aussi à ça. On peut donner des bons outils aux clients. Puis des fois, je dis, moi je cours dehors, je suis mal pris. J'en avais déjà parlé dans un autre balado, mais maintenant on a des capteurs de puissance pour la course à pied, donc des power meters qui nous donnent les watts en course à pied, qui donnent des valeurs suffisamment précises pour qu'on puisse paramétrer à partir de la VO2 puis des watts. Donc moi je le répète, moi quand je cours, j'ai toujours mon capteur de puissance, puis je sais à combien de watts il faut que je sois à peu près. Puis si je trouve ça trop dur à ces watts-là, c'est bien correct, mais je sais que cette journée-là, pour une raison X ou Y, je ne suis pas capable d'avoir l'intensité que je souhaitais. Et là, c'est de faire le travail, de savoir comment ça se fait. C'est-tu parce qu'aujourd'hui je ne suis pas motivé? C'est-tu aujourd'hui parce qu'il fait froid, ça ne me tente pas? Donc, peu importe, mais ça nous permet d'investiguer un petit peu plus, puis ça nous donne des informations qui sont précieuses, tant pour l'entraîner que pour l'entraîneur. Alors, si vous avez des questions, c'est le bon temps. Donc, moi, j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais aborder au niveau de l'intensité. Variable super importante en entraînement. Tellement importante que ça vaut vraiment, vraiment la peine de la mesurer, de la quantifier. La perception d'effort, c'est quelque chose qui est intéressant à ajouter à une mesure objective parce que ça va évoluer. Donc, notre perception d'effort va changer en fonction de notre bagage en entraînement, en fonction de ce qu'on est capable de soutenir comme entraînement. Donc ça évolue. Donc ça devient intéressant lorsqu'on peut jumeler une mesure objective avec une mesure subjective comme la perception de l'effort. On peut aussi voir l'évolution un peu du client ou notre évolution, c'est nous qui s'entraînons, par rapport à notre relation à l'effort. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est non négligeable. Donc le fait de quantifier l'intensité, de mesurer l'intensité, d'utiliser les valeurs prédites par ça, c'est une mine d'or là, comme information. Puis étrangement, ça permet d'atteindre je ne veux pas dire plus facilement, mais ça permet d'atteindre les résultats plus de façon similaire à ce qu'on observe dans la littérature. Donc de dire, moi j'avais des gens des fois qui regardaient les programmes d'entraînement, entre autres le programme d'entraînement qu'on avait utilisé dans mon projet de doctorat, puis ils regardaient ça puis ils disaient, c'est facile. C'est facile, ton programme, il n'y a rien là, les petites madames, ils ne poussaient pas. Attends, là, je l'ai fait faire à une couple de personnes assez entraînées, merci, avec les bonnes charges. Et là, ils ont réalisé que, ouf, OK, c'était vraiment difficile. Tu vois, oui, c'est pas tant d'appareils, c'est pas tant de séries, mais c'est avec la bonne charge, puis avec les bons temps de repos, ça vient très, très, très souffrant. Là. C'est pas évident. Là. Alors, Maude, oui, les questions, écoute, n'hésite pas, ça me fait plaisir de tenter d'y répondre. Là. Je sais que c'est pas facile parce qu'on s'est pas souvent présenté ces choses-là. Puis des fois, en entraînement, on se tient loin des calculs, là, mais si moi je l'ai compris, tout le monde est capable de le comprendre. Là. C'est juste que moi, ça m'a pris du temps. Fait qu'il y en a que ça va aller plus vite, il y en a que ça va aller moins vite, mais ça se comprend, puis il faut persévérer parce que ça change beaucoup, beaucoup la dynamique dans l'entraînement. Là. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Là. C'est quelque chose. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter un superbe après-midi. Profitez-en. Puis, le balado est disponible en rediffusion sur mon site dans la section balado, donc Dr. Kin, section balado, sur plein de podcasts, Apple, Google, name it, c'est à peu près partout. Ça devrait être disponible dans les prochains jours. Si jamais vous aimez ça, n'hésitez pas à en parler. Je fais pas de pub là-dessus, mais si vous aimez ça, c'est toujours le fun quand il y a bien du monde qui regarde puis il y a bien du monde qui pose des questions. Ça rend ça un peu plus interactif. Alors, bonne journée, puis on se reparle la semaine prochaine.